Bonjour à toutes et à tous. Avec l'étude de ce manuscrit, on s'inscrit dans la continuité des deux précédentes vidéos, puisqu'il se situe en pleine fin de règne d'Henri III. Sauf que là, on n'est plus en Normandie, mais dans un autre espace du royaume. Dans ce cas, on se situe dans le Nivernais et le Berry, entre Bourges et Nevers. Donc, si vous ne les avez pas encore vus, il n'est pas trop tard pour aller vous rattraper en allant consulter les deux autres vidéos sur la Ligue en Normandie. Je vais mettre une fiche quelque part sur l'image, je crois que ça doit être en haut à droite, je sais pas, enfin je sais jamais quand ça arrive, peut-être là, peut-être à gauche, là, enfin... Non, mais concentre-toi un peu, sinon on va pas y arriver, c'est que le début de la vidéo là. L'analyse de ce texte ouvre également un nouveau cycle. L'idée est de prendre le temps de s'arrêter sur quelques lettres, qu'on va décortiquer puisqu'il s'agit de l'une des principales difficultés en paléo. Oui, bon d'accord, mais je comprends pas pourquoi tu commences par R, Z et Y. Parce que ce sont les lettres que j'ai jugées intéressantes dans ce texte. Et c'est tout. Comment ça, c'est tout? Bah oui, c'est tout. On se fie juste à ton jugement. Eh bah oui, c'est déjà bien, non? Disons que c'est surtout qu'il faut bien commencer quelque part. Et avec ce type d'écriture française, je trouve que ce sont des lettres intéressantes. Et on en fera d'autres dans les années à venir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Les lettres R, Z et Y sont d'autant plus intéressantes qu'elles sont généralement peu étudiées, et qu'on aura quelques petites choses à dire. Allez, générique. Alors, commençons par le début. On sait qu'on a affaire à une lettre juste par la forme du document. Elle comporte tous les éléments attendus dans la mise en page. Cela veut dire qu'ils apprennent à présenter des lettres? Oui, mais c'est aussi plus simplement qu'on suivait des exemples et la mode, souvent à partir de modèles italiens. On trouve d'abord l'adresse, Avec messieurs. qui peut être visuellement détachée ou accolée, comme c'est le cas ici. Mais c'est surtout à la fin qu'on trouve les éléments caractéristiques. Avec la formule de politesse. La prière à Dieu, ainsi que le lieu de rédaction et la date. On rencontre également une souscription terminale dont la forme peut varier en fonction de la personne qui rédige et surtout de l'interlocuteur visé. Ce type de formule illustre à merveille la hiérarchie de la société d'Ancien Régime. On n'utilise donc pas la même formule si on s'adresse au roi ou à son propre frère. Tout à fait. Ici, c'est un classique avec une formule utilisée habituellement par l'auteur de cette lettre. Oui, mais enfin, quand tu dis l'auteur, c'est surtout qu'il dicte la lettre à l'un de ses secrétaires. Quand on voit les écrits des grands aristocrates, ça n'a rien à voir. Je vous mets juste pour l'exemple un écrit de Catherine de Médicis pour comparaison. Ce n'est clairement pas du grand art. Donc, je disais, comme on le voit au verso de la lettre qui nous intéresse, il s'agit d'une copie de la lettre de Monsieur de la Châtre à Messieurs de la Charité, rédigée le 24 juillet 1589. Claude de la Châtre est une figure importante de la Ligue catholique. Pourtant, il s'agit d'un personnage assez méconnu. Alors qu'on sait qu'il appartient à une lignée berrichonne prestigieuse. Et oui, il est né en 1536, au château de la Maison-Fort, qui est le centre névralgique de l'activité familiale. Clairement, on le destine à une carrière de grande noblesse d'épée. Dès l'âge de 12 ans, il est confié à un maître renommé, qui n'est autre que le connétable de Montmorency. Et après 5 années d'apprentissage, il entre dans l'une de ses compagnies en tant qu'archer. Il en profite alors pour se faire des amis, notamment avec le second fils du connétable, mais aussi le maréchal de Saint-André, seigneur avec de nombreux courtisans. Il poursuit sa formation avec un stage en Italie, où il enchaîne les sièges. Cette campagne lui réussit plutôt pas mal puisqu'il devient cornette de la compagnie de Montmorency, ce qui est son premier grade d'officier. De fait, son expérience par le jeu des relations interpersonnelles l'a amené droit dans les bras des meneurs catholiques, alors que les conflits religieux débutent à peine. D'ailleurs, nouveau venu à la cour, il parvient à obtenir la main d'une dame d'honneur de Catherine de Médicis. Tout lui réussit alors.
De fidélité en fidélité, il monte rapidement les marches de la carrière militaire classique, jusqu'à entrer au Conseil de guerre, alors qu'il est créé chevalier de l'ordre de Saint-Michel en 1566. Après avoir été lieutenant général en Touraine, il peut revenir en Berry, où il est nommé gouverneur en 1568, province dans laquelle il assoit progressivement son autorité. De fait, Claude de La Châtre devient donc lui-même un protecteur et se devait d'entretenir ceux qui le servent. En fournissant des revenus, des charges, des terres, des pensions, etc. etc. Et oui, la puissance d'un réseau de clients dépend du pouvoir politique du patron et nécessite un appui financier important. 一体どのような心地がするものでございましょうか。殿は全ての風を己の欲しいままに操っておられる。わしは風を操ったりはせぬ。読むだけじゃ。 Il faut être en mesure d'avoir une puissance symbolique suffisamment importante. Afin de pouvoir en redistribuer une part. Pas grand-chose n'a changé finalement, hein. En somme, les clients tirent profit de l'ascension de leur patron, puisqu'ils sont les premiers à en bénéficier. C'est le fameux ruissellement. Voilà, non mais sauf que les réseaux inégalitaires fonctionnent vraiment sur cette base de relations de confiance. Le client dépend du patron qui le protège, mais le patron dépend aussi du soutien de ses clients. Localement, Claude de La Châtre s'installe peu à peu. À la fin de l'année 1569, il parvient à sauver Bourges d'une surprise des Huguenots. Mais il refuse de condamner à mort les capitaines protestants capturés. Il écrit alors au roi pour justifier sa position. Vous supplie, sire, que votre majesté se serve de moi en autre effet plus digne d'un gentilhomme. Attention, hein, c'est surtout stratégique. Ce n'est pas par bonté d'âme. En 1572, lors de la Saint-Barthélemy par exemple, il était à Paris et semble avoir été l'un des partisans du massacre. Donc n'allez pas en faire un 12 agneaux. C'est avant tout un homme de guerre. En 1575, Catherine de Médicis lui reproche même d'encourager la résistance des catholiques à Bourges. Bourges qui n'est pas très loin de la Charité. Et d'entretenir les conflits dans le Berry. Dans les temps qui suivent, il a longtemps tergiversé. Mais, comme beaucoup, il finit par s'engager manifestement dans la Ligue, puisqu'il est choqué des pratiques gouvernementales d'Henri III. On en a parlé, rappelez-vous. Le roi se retrouve carrément allié au chef des protestants. Oui, mais comme le souligne l'historien Nicolas Leroux, auteur d'un superbe article sur sa carrière, Claude de La Châtre a surtout changé de protecteur en fonction de ses intérêts personnels. C'est un personnage complexe et haut en couleur. Ainsi, il est d'abord client. Rien à voir avec le fait de faire ses courses. Les réseaux de clientèle sont essentiels dans la société d'Ancien Régime. Il s'agit de réseaux d'amitié et de dépendance, entraînant une forme de patronage dans lequel chacun doit des services aux autres. Vous écrivez, la plupart des politiciens n'ont jamais travaillé, si l'on entend par travail autre chose que la présence active à la bourse des services rendus et acceptés. Ils n'ont pas non plus tiré bénéfice d'une éducation particulière et s'ils ont jamais lu, ont très tôt cessé de savoir comment le faire. Leurs idées leur viennent de l'administration, de la nécessité de s'opposer à celle de leurs adversaires, de la société observée par le trou de la serrure ou celui de la statistique. Ainsi errent-ils de poste en poste, comme des clochards d'abri en abri. Oui, c'est la bohème du monde moderne. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il est considéré comme un maître par de nombreuses personnes. Il s'entourait donc de fidèles qui dépendaient de lui. Mais il a passé sa vie lui-même à chercher des protections, en bon gentilhomme de cour. Salut, c'est la petite voix du montage. Pardon de vous couper en pleine vidéo, mais franchement, on n'a pas pu résister à vous mettre ce dessin. On ne sait pas vous, mais regardez bien. Nous, on a l'impression qu'il est en train d'uriner dans une boîte de conserve, ce seigneur. Les relations de pouvoir se structurent non seulement autour de la dépendance financière, mais aussi à travers un échange d'obligations morales. Dans les années 1566 à 1574, il est même clairement dans les petits papiers de Charles IX, et il obtient de nombreuses distinctions. Mais à la mort du roi, c'est la cata pour Claude. Henri III, le nouveau souverain, préfère récompenser ses proches et partisans. Et à partir de là, Claude de La Châtre devient Schrom-Grognon. Allez, viens! À toi, Schrom-Grognon! Tu vas bien t'amuser! Non, moi j'aime pas les tyroliennes. Ah, misère, on ferait mieux de laisser tomber. C'est super drôle! Allez,
C'est vrai que c'est une véritable moulinette à plainte. Ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrête jamais, et c'est toujours le même sujet. Il estime ne pas recevoir assez de faveurs de la part du pouvoir. Et pour cause, les récompenses matérielles font partie intégrante des relations interpersonnelles. Et à force de plaintes, il obtient une ambassade en Angleterre où il séjourne dans le faste. Par la suite, il devient client du duc François d'Alençon, le frère cadet du roi. Toutefois, s'il cherche des faveurs de ce côté-là, il n'accepte pas l'alliance avec les protestants et préfère agir en sous-main. Ah oui, donc c'est un catholique engagé, mais il s'intéresse quand même aux honneurs qu'il peut obtenir avec les alliés des protestants. Eh ben, faut bien vivre, ma petite dame. En 1584, la mort de monsieur, l'héritier au trône, pousse son réseau de clientèle à rejoindre le parti catholique, puisque Henri de Navarre devient le nouvel héritier. Et on l'a dit, hein, c'est le chef protestant. C'est donc l'ennemi, surtout pour ces nobles qui se plaignent déjà du manque d'activisme pour lutter contre ce qu'ils considèrent comme une hérésie. Enfin, il finit par prendre le parti d'Henri de Guise. Mais il a attendu autant que possible. Et cela devenait intenable pour lui de ne pas entrer en conflit ouvert avec Henri III. Rejoindre Henri de Guise est logique pour lui, puisque c'était le seul seigneur capable de mobiliser les forces catholiques. Mais, comme souvent à l'époque, dans le même temps, il ne cesse de se réclamer du roi et prétend vouloir le servir. C'est à cette époque qu'il fait reconstruire le château de Maisonfort, puisque c'est devenu le lieu de rencontre des seigneurs de la province. Il se prépare donc clairement au conflit en reconstruisant le système défensif et en réhabilitant le donjon. Et là, on comprend bien une des problématiques centrales de la Ligue. Chacun de ces grands essaye de se montrer stratégique, en fonction des équilibres locaux et de ses propres alliances. Il entre donc en rébellion contre Henri III, parce qu'il s'estime trop peu récompensé en tant que client, quand bien même il s'agisse de servir le roi. Tout à fait. Mais quand on est dans sa position, il faut bien réfléchir. On ne veut pas insulter l'avenir. Et un personnage comme Claude de la Châtre préfère par moments ne pas trop se montrer. On n'est jamais trop prudent. Il participe même à différentes victoires pour l'autorité royale, comme lors de la victoire d'Auneau en Beauce en novembre 1587. Sauf que c'est la déception totale pour lui. Il n'obtient pas les récompenses qu'il attend. Et il entre ouvertement dans la Ligue lorsque Paris se soulève contre le roi le 12 mai 1588. Cette fois, Claude n'hésite plus. Et il se montre ouvertement en faveur d'Henri de Guise et donc en faveur de la Ligue. Et cette fois, il est récompensé, en recevant la charge de maréchal de camp de l'armée de Guyenne. En fait, faut quand même préciser que ça faisait au moins une décennie qu'il attendait le bâton là. Mais les offices semblaient totalement verrouillés pour un homme comme lui depuis le début du règne d'Henri III. Le 23 décembre 1588, quelques mois avant la rédaction de la lettre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le drame pour Claude de la Châtre. Henri de Guise, son protecteur, est assassiné, alors que lui-même était occupé à guerroyer dans le sud-ouest. Non mais c'est le drame pour lui, qu'est-ce qu'il va faire alors ? Pas folle la guêpe, à 50 ans passés et après 32 ans à faire la guerre, criblé de dettes, il s'empresse d'assurer à Henri III toute sa fidélité. Cela lui permet d'être autorisé à rentrer dans le Berry pour se mettre à l'ombre. Et il ne se fait pas prier, parce qu'en fait, là, à ce moment-là, il craint pour sa vie. D'ailleurs, ses ennemis font courir le bruit de son assassinat. Mais son ralliement n'est que de courte durée. Cela a surtout été l'occasion pour lui de se plaindre encore au roi, tout en commençant à assembler des troupes dès la mi-mars 1589. Il justifie son action en insistant sur le fait qu'il se sent incapable de servir Henri III, désormais allié au chef protestant. Bien évidemment, dès que son entrée en rébellion est attestée, l'autorité royale le révoque de toutes ses charges. Et la province éclate littéralement. Le roi lui préfère des hommes nouveaux, qui lui doivent tout, et la vieille noblesse du Berry se sépare en deux. Une véritable guerre locale éclate, avec des pillages et des chevauchés un peu partout. Quelques semaines après la lettre qui nous intéresse aujourd'hui, Claude de la Châtre va même se féliciter de l'assassinat d'Henri III. Non mais, vous imaginez un peu ?
Voilà où on en est lors de la rédaction du document. Cette lettre est donc rédigée par un félon, Ou en tout cas considéré comme tel par le gouvernement. puisqu'il est clairement entré en révolte ouverte. Personnellement, je le trouve fascinant, ce maréchal de la Châtre. Il incarne parfaitement le jeu de clientélisme d'Ancien Régime. Tiraillé entre plusieurs options, il est parfois prudent, parfois impétueux, parfois boudeur, mais c'est la recherche d'honneur qui guide clairement son action. Il faut comprendre cela comme une recherche de prestige, souvent accompagnée d'espèces sonnantes et trébuchantes. Son comportement s'inscrit clairement dans le devoir de révolte théorisé par Arlette Johanna. Dans l'idéologie noble de l'époque moderne, au cœur du système pyramidal des clientèles, les prises d'armes des aristocrates sont alors envisagées comme un moyen de lutte contre un pouvoir que l'on juge tyrannique. En fait, on se révolte pour établir le bon pouvoir royal, quoi. Tout à fait. On considère que le roi est mal conseillé et qu'il a besoin du soutien des grands nobles. Il faut bien comprendre que ceux-ci pensent avoir le devoir de protéger l'État qu'ils jugent menacé. Avec ou sans son consentement. Dans cette lettre, Claude s'adresse aux échevins de la Charité-sur-Loire. Lorsqu'il écrit, cela fait déjà quelques mois qu'il est déchargé de sa fonction de gouverneur du Berry. Il ne représente donc plus le pouvoir royal localement. Et qui plus est, les habitants de la Charité ne dépendent pas directement de son gouvernement. Légalement, il n'a donc aucune raison de s'adresser à eux. On va parler dans le détail de la situation de la Charité dans la prochaine vidéo, puisqu'il me semble important de se concentrer d'abord sur les acteurs. Et ici, ce sont les échevins de la ville. Et d'une cité à l'autre, la structure échevinale peut varier. Mais bon, il y a des constantes. Il s'agit des représentants d'une communauté d'habitants. Évidemment, pas de tous les habitants. On parle bien là des plus notables d'entre eux, comme on dit. En général, on trouve à sa tête le maire ou le premier échevin, élu parfois annuellement, parfois pour 3 ans, et quelques échevins. Ça dépend des endroits, mais souvent on en trouve 3 à 4 qui sont dits nouveaux et sont élus tous les 2 à 3 ans. Ils exercent l'autorité locale alors que ceux de la mandature précédente sont dits anciens. Ah oui, tous les 3 ans, c'est un renouvellement partiel. Les anciens bureaux qui ne sont plus élus peuvent intervenir de manière élargie et participent encore à certaines décisions. Au fil du temps, on observe clairement un processus de fermeture de l'institution des échevins autour de quelques familles. Certains ont même évoqué de véritables castes municipales. Bon, c'est largement à relativiser, mais l'idée est là. On observe de véritables dynasties familiales bien installées. Dans l'échevinage, on trouve aussi un procureur du roi syndic, qui assiste aux délibérations, mais sans capacité de vote, et un greffier. C'est donc ce qu'on appelle le bureau servant. Bref, en général, le bureau municipal est composé d'environ une douzaine de personnes. Et le maire, ça correspond à nos maires actuels ? Plus ou moins, hein. Les maires sont souvent en relation directe avec l'autorité royale, et sont tenus pour responsables des décisions qui sont prises. Ils ont la responsabilité de la sécurité dans la ville à travers la milice bourgeoise, sous la direction d'un capitaine. Les bourgeois de statut ont des droits, mais aussi des devoirs, dont celui d'assurer la défense de la ville. Et oui, ce n'est pas pour rien que Claude de la Châtre s'adresse aux échevins. Ils ont un rôle dans la défense urbaine. Ce document est une copie plutôt bien soignée. L'ensemble est très élégant et c'est le fait d'un secrétaire qui a clairement l'habitude de l'écrit, comme on l'a dit. Il utilise une gothique cursive. Celle-ci est utilisée dans la vie courante puisqu'elle permet une réalisation rapide avec des appuis souvent continus. C'est franchement une belle écriture. On y découvre l'usage d'une belle diversité d'abréviations et des ligatures intéressantes qu'on va développer au fur et à mesure. Mais j'aimerais attirer votre attention sur quelques lettres intéressantes, puisque les lettres ont aussi leur histoire. Nous en avons parlé un peu de ci de là sur cette chaîne. Mais il était temps de s'attaquer en détail à ce gros morceau. Alors on s'y colle. La lettre R connaît 3 formes principales qu'on rencontre dans ce texte. Et de ce point de vue, le mot procuré dans la deuxième ligne est un exemple parfait. On voit d'abord un R anguleux, Parfois appelé demi-R par les calligraphes. le R bouclé et le R arbroussement. Dans une ligature, E, A, Y et R. Ces 3 lettres minuscules peuvent être utilisées indistinctement en position initiale, médiane ou terminale. Ce texte est assez représentatif de ce qui se fait par ailleurs, puisque le R bouclé ressort dans la moitié des cas pour cette lettre. La lettre est donc, de loin, la plus utilisée. Celle-ci se présente comme une panse imparfaitement fermée, de sorte que la lettre peut être confondue avec un O ouvert.
Par contre, comme dans certaines à la ligne 16, la lettre peut être bien fermée en raison de la cursivité. Dans 30% des cas, le clerc qui a rédigé cette lettre préfère le R anguleux. Celle-ci est constituée par un trait horizontal avec un retour de plume formant un angle très fermé. Et ressemble alors à un jambage et donc à la lettre I. Enfin, une minorité de lettres R dans ce texte sont dites à rebroussement. Elle est alors tracée d'abord comme un V, dont la seconde branche permet un rebroussement au niveau de la ligne d'écriture. D'où le nom de R à rebroussement. Que ce soit l'une ou l'autre de ces lettres R, elle sert dans des ligatures intéressantes. L'une est assez marginale par exemple, mais relativement intéressante. Regardez attentivement dans Croire ou Secret. À la ligne 2 et 19. La lettre C est ici tracée en 2 traits de plume. Et on se sert de la deuxième partie du C pour tracer le R anguleux dans la foulée. À ne pas confondre avec la ligature C et I dans Patience. Tiens, puisqu'on est dans les usages marginaux, on a aussi une belle ligature G accroché et R anguleux dans Regret à la ligne 5. On se sert du tracé en 2 traits de plume avec un trait horizontal qui vient fermer le crochet pour tracer directement la lettre R. Ah oui, c'est malin quand même. Et en plus, ça évite de lever la plume. Ça marche plutôt pas mal, hein? Mais ça reste d'un usage marginal. On trouve plus régulièrement la ligature T et R. Dans Contre, par exemple, c'est un T et un R bouclé du tonnerre. Ah oui, là, la barre, elle est clairement déformée pour tracer directement le R. Plus régulièrement, c'est la ligature T et R anguleux qui est préférée par le clerc. Comme dans le cas de trait et de troupe, à la ligne 17. On trouve également la ligature T et R à rebroussement dans traité et trop, et elles sont très similaires dans ces deux termes. Mais, la reine des ligatures avec la lettre R, ça reste le fameux ER. On en a déjà parlé, je ne vais donc pas m'étendre. Le secrétaire a l'air d'apprécier beaucoup la ligature E et R bouclée. Dans délaisserie, hérétique, adhérent ou certain. Par contre, en position terminale, il privilégie la ligature E et R à rebroussement. Comme avec exécuté, entrée, planté. Mais il boude totalement la ligature E et R anguleux, alors qu'on la trouve dans d'autres documents de la même période, comme dans Serment ou Mère. Enfin, en position initiale, il utilise parfois le R anguleux, comme dans Regret, qu'on a vu tout à l'heure. Mais c'est ultra marginal. Quand il a besoin d'un R initial, il préfère en général le R capital, comme dans Rivière, qui y figure à 2 reprises. Mais aussi dans récompense et repos. Et là, c'est intéressant. En général, la lettre est constituée de 2 rebroussements à angle droit, selon la définition d'Emmanuel Poul. C'est assez flagrant dans Rivière, récompense ou Rendré. Souvent très déformée, la lettre est tracée en un trait de plume. Mais dans l'autre Rivière, à la ligne 14, il le trace cette fois de manière fragmentée. Par contre, il est clair qu'à partir du début du XVIIe siècle, la tendance est de plus en plus à la simplification. Comme dans cet exemple de rendu à Argentan. Oui, mais ça ne rend pas forcément la lettre plus facile à lire, donc méfiance. Pour la lettre R, il reste des formes plus marginales, mais qu'il ne faut pas négliger pour autant. C'est le cas de la lettre R gothique anguleuse et brisée que l'on rencontre dans cet exemple de l'or. C'est très proche du R anguleux, non? Oui, mais il y a un rebroussement ou une brisure supplémentaire, et là c'est vraiment de l'ordre de l'ornement. Minuscule ou capitale, on trouve des lettres humanistiques, comme dans cet exemple de rond au Havre. Et c'est logique qu'on la rencontre puisque cette écriture se diffuse progressivement à partir du XVe siècle. Et les clercs n'hésitent pas à piocher dans les différents alphabets qu'ils connaissent. Rappelez-vous la vidéo sur les écritures, celle-ci est très proche de la nôtre. Enfin, reste le R de type flamand, qui se rencontre principalement dans les espaces frontaliers du nord du royaume. Mais pas seulement, on en trouve ailleurs. Elle se compose cette fois d'un double rebroussement. Ce qui se transforme souvent en de simples boucles. Premier point sur cette lettre, on n'en a pas en position initiale dans le texte. Mais si on en avait eu, on aurait pu constater qu'il n'y a aucune distinction entre le Z minuscule et la lettre capitale. Comme dans l'exemple de Zodiac et le prénom Zacharie. Comme on le voit bien, la graphie du Z a un ductus qui ressemble souvent à un 3. C'est assez flagrant dans Vaux et Tenez aux lignes 1 et 19. Dans Tenez, d'ailleurs, cela donne lieu à une ligature intéressante avec un E à aigrette. Parfois, cette lettre est tracée de manière très cursive, comme dans Conseil et Commodité, ou encore Voyer et Embrasser. Et alors, que dire des versions ultra cursives dans Soldat et Connaîtré? Ah là, c'est furieux, hein? Enfin,
En position initiale, médiane ou terminale, parfois la hampe n'est plus lévogire comme on l'a vu sur les exemples précédents, mais dextrogire. Et là, ça ressemble à... Un cavalier qui surgit hors de la nuit court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro. Tracé au-dessus de la ligne, comme dans Soré à la ligne 10, ou largement au-dessus. Comme dans veau, caché ou encore édier. C'est clairement une graphie courante en position terminale. Mais c'est aussi et surtout parce que la lettre Z se rencontre souvent en fin de mot, tout simplement. Ainsi, dès l'ancien français, comme le X, le Z terminal est devenu une simple variante du S. Ah oui, cela ne fait pas un son particulier finalement. Mais il y a une forme de répartition, ce n'est pas dû au hasard. Les termes qui terminent habituellement par un X terminal, Comme bateau dans ce texte? ne sont pas les mêmes que ceux qui terminent par un Z, comme avec conseil ou il. De fait, vous ne trouverez jamais il orthographié ILX. Ça ne leur viendrait pas à l'esprit, ce n'est tout bonnement pas pensable pour les hommes du temps. Donc, pour eux, ce n'est pas interchangeable. Et cela dépend de l'histoire des mots. En général, on continue d'employer le Z en position terminale en fonction des usages en ancien français. Quand il suit la voyelle E, le Z sert à souligner la prononciation. Comme dans le substantif né, à la différence du participe passé né du verbe naître. Écoutez bien, il est né et le nez au milieu de la figure. Pour continuer dans l'ordre alphabétique, on enchaîne avec la lettre Y. Bah quoi? Quoi? Bah l'ordre alphabétique? Oui, mais c'est parce que j'aime bien faire les choses dans l'ordre, tu sais bien. Dans l'ordre. Je parle d'un ordre. Comme on le voit bien à la ligne 5, parfois le tracé du Y est assez classique. C'est-à-dire constitué de 2 branches. Ici, la hampe à boucle lévogire est privilégiée. Mais ce n'est clairement pas ce qui est le plus pratiqué. Toutefois, le plus souvent, comme c'est le cas dans ce texte, les 2 branches forment un crochet par un rebroussement interne. Ouais. La plupart du temps, l'ensemble est juste tracé à l'arrache, quoi. Ce clair ne le mobilise pas du tout, mais on rencontre parfois un tracé en 3 séquences. La lettre est alors dite à aigrette comme dans idoine ou aide. En général, il faut lire le Y comme un I. D'accord, mais pourquoi choisir d'écrire avec un Y du coup? Eh bien, c'est pour faire joli. La lettre Y est plus ornementale, mais surtout elle est plus facile à reconnaître et donc à lire. C'est la raison pour laquelle la lettre est utilisée massivement. Cela dit, l'usage conséquent du Y n'empêche pas la présence occasionnelle du I, comme dans moyen ou voyer. Tout à fait. Mais en parallèle, on trouve ayant et pourvoyer. Le I n'est donc jamais exclu, mais tend à être négligé. Voilà ce qu'on peut dire sur cette lettre de manière générale. Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer au fond de l'affaire. Parce qu'il va bien falloir qu'on rentre dedans à un moment pour comprendre ce qu'elle raconte cette lettre. Et je peux vous assurer qu'il y a aussi du travail sur la transcription. En plus, il paraît qu'il y a un secret dans cet acte. Mais chut, n'en dis pas trop, tu vas encore tout spoiler. En attendant la prochaine vidéo, tipeuses, tipeurs, futures tipeuses et futurs tipeurs, partagez cette vidéo et aidez les autres à découvrir cette chaîne.